Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 62 d'Histoire en série où aujourd'hui je reçois Émilie Mitran. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors Émilie, vous êtes professeure agrégée d'anglais, vous êtes docteur en études anglophones et en histoire moderne. Votre recherche se concentre sur le monde atlantique au XVIIIe siècle et vous vous intéressez notamment à la diversité de la pensée républicaine américaine, aux révolutions sœurs et à l'expression de l'identité américaine en Europe. Donc vous avez produit un certain nombre de travaux là-dessus. On mettra tout ça sur notre site internet histoireensérie.com et justement, on va revenir aujourd'hui sur une période qu'on a déjà abordée dans Histoire en série, dans l'épisode 34 avec Virginie Adan sur la série John Adams. Mais aujourd'hui, on va parler d'une autre série qui parle justement de la naissance des États-Unis, de la Révolution américaine. Émilie, quelle est cette série ? Alors la série s'appelle Sons of Liberty, donc en français les Fils de la Liberté. Alors pour la présenter vraiment rapidement, c'est une mini-série déjà de 3 épisodes d'1h30 créée par Stephen David et David C. White. Elle a été donc diffusée en 2015 sur la chaîne History, qui est notamment la chaîne qui avait diffusé la série Vikings, puisque c'est une série qui a assez bien marché. Donc voilà. L'intrigue générale là, des Fils de la Liberté, donc ça se déroule sur une période de 11 ans, entre 1765 et 1776. Et on va suivre les développements révolutionnaires américains vraiment à leur début, avec la résistance des colons de Boston aux lois britanniques, puis l'amplification des contestations qui vont culminer avec les premiers affrontements armés, jusqu'à finalement, la série se termine avec la proclamation de l'indépendance. Oui, effectivement, ça va compléter ce que nous a dit Virginie Adan, qui était plutôt d'ailleurs sur John Adams, sur la suite de ce qui se passe après 1776. Tout à fait. Là, on revient un tout petit peu avant, c'est un petit peu de façon, pour ceux qui auraient vu les saisons 4 et 5 d'Outlander, on est dans les colonies américaines, dans les années qui précèdent et qui sont décisives, celles qui précèdent l'indépendance. On est juste après la guerre de 7 ans et juste avant l'indépendance, cette période très troublée, très peu connue d'ailleurs en France. Et ce qui est intéressant, j'allais vous dire, c'est que justement, Émilie, peut-être pour le public français ou voire francophone, est-ce que vous pourriez dire qui sont ces Fils de la Liberté, parce que ce sont véritablement des héros fondateurs pour les Américains, mais pour nous en France, ils sont inconnus. Oui, tout à fait. En tout cas, on les connaît mal pour le grand public. Donc la série, on va y revenir, mais la série permet de rentrer vraiment dans cette période-là et d'apprendre à connaître les Fils de la Liberté. Donc c'est un réseau déjà, le nom Fils de la Liberté renvoie à un réseau d'associations séditieuses de colons américains de Boston, mais aussi à New York ou à Charleston en Caroline. D'ailleurs, je crois que pour Outlander, on a des scènes en Caroline de révolution à ce moment-là, donc c'est intéressant. On pourrait vraiment mettre ces séries en parallèle. Donc ces réseaux s'organisent et se développent au milieu des années et à la fin des années 60 dans les colonies pour résister aux lois économiques qui essaient de faire passer donc la Grande-Bretagne dans ces colonies américaines. Le cadre historique ici, encore une fois, pour développer un petit peu le développement des Fils de la Liberté en Amérique du Nord, enfin dans ces colonies d'Amérique du Nord. Le Parlement britannique passe en 65 une loi qui vise à taxer le papier, que l'on connaît généralement sous le nom de Stamp Act. Cette loi vise à financer les troupes de la couronne qui sont basées en Amérique. Et c'est cette loi qui véritablement va mettre le feu aux poudres dans les colonies. Et c'est au cours d'un débat au Parlement entre Isaac Barry et Charles Townshend que l'expression « Fils de la Liberté » va apparaître. Barry, qui est un député irlandais au nom francophone, puisque ça s'écrit donc avec un accent, Barré exactement, défend les colons face à Townshend en soulignant le fait que les Américains ont eu à subir l'indifférence, la violence
de leurs administrateurs britanniques, une attitude qui pour lui a aliéné, et là je vais le citer, ces fils de la liberté. Donc voilà, fin de citation. Barré évoque donc l'esprit de liberté pour lui face à Townshend qui caractérise les peuples des colonies. Et le Parlement va par ailleurs revenir sur le Stamp Act par la suite, mais en 67 et en 68, le député Townshend, toujours lui, passe une série de lois qui visent à instaurer de nouvelles taxes et à interférer de nouveau avec le commerce des colonies en détaxant les produits anglais. Donc pour résumer, les fils de la liberté sont des colons rebelles qui refusent d'appliquer les restrictions économiques de la Grande-Bretagne, autant alors en publiant des pamphlets qu'en opérant avec violence contre les collecteurs de taxes britanniques, puisque certains collecteurs de taxes sont dans certains cas passés au goudron et aux plumes. Des maisons sont pillées et la série nous montre au tout début la mise à sac de la maison du gouverneur du Massachusetts qui doit fuir par ailleurs pour éviter d'être lynché. Alors, justement, vous l'avez dit, Émilie, on est face à une série historique, qui a été produite aux États-Unis, donc face à un morceau de l'histoire américaine, et c'est vrai que il y a une façon de la voir. Alors, comment est-ce que, d'après vous, cette série a été créée? Pour quel public d'ailleurs? Oui, alors justement, c'est exactement ça. On disait ça juste avant par rapport au fait que l'on connaisse mal les fils de la liberté, et c'est justement une série grand public. Alors, on n'est pas du tout sur, moi je dirais que c'est pas du tout une niche voilà, d'historien, on cherche pas la justesse historique, l'attention à la chronologie ou la caractérisation vraiment des personnages historiques. Non, là, la série vise large, il y a un casting jeune, la mise en scène est vraiment dynamique, malgré certaines longueurs, on pourrait y revenir. Également certains clichés et puis beaucoup de pathos, mais ça reste quand même très intéressant, justement pour des personnes qui ne sont pas du tout familières de la Révolution. Et d'ailleurs, on voit bien que History a fait la chaîne donc a fait le pari de donner un coup de jeune à ce pan d'histoire qui est très peu traité au cinéma ou dans les séries. Et même si donc les ficelles sont un peu grossières, ça reste divertissant et on peut donner envie aux gens ensuite de se tourner vers des documentaires sérieux, en tout cas plus sérieux, ou alors même des ouvrages spécialisés pour en savoir plus sur la période et creuser un petit peu sur le sujet. Oui, effectivement, on est sur une mini-série en 3 épisodes. On va y revenir au fur et à mesure de l'analyse. On peut voir quand même, avoir un bon point de vue, ne serait-ce que pour nous, outre-Atlantique, un bon point de vue sur cette période très méconnue, pré-révolutionnaire en tout cas, et qui finalement peut aussi nous apprendre des choses, ne serait-ce que sur cette révolution américaine qui a été une des origines de la révolution ici française. Alors, si on revient, Émilie, sur la série tout de suite, est-ce qu'on peut parler de l'esthétique peut-être générale de la série, de voir comment elle est présentée, et en commençant, j'allais dire par le commencement, c'est-à-dire le générique, où là, tout de suite, on a un grand nom qui a réalisé la musique du générique. Exactement. On a envie de dire que la chaîne a frappé fort avec un générique, avec le générique de la série, dont la musique est signée Hans Zimmer. Et qui reprend en plus, qui est assez joli, agréable à regarder, puisqu'on a vraiment ce visuel classique de la Révolution. Donc on retrouve le dessin que l'on attribue à Ben Franklin avec le serpent que l'on connaît quand même, qui est coupé en plusieurs morceaux. Il me semble qu'il apparaît aussi dans le générique de John Adams, si je me rappelle bien, qui était aussi par ailleurs très très beau. Avec une belle musique, donc c'est toujours, j'ai l'impression qu'on soigne bien ces génériques dans ces séries historiques. Donc voilà, on a cette imagerie révolutionnaire. On nous présente les acteurs. Alors là, c'est un petit peu plus kitsch. On a les acteurs avec leur nom de personnages qui apparaissent un peu comme ça. Bon, mais de manière générale, c'est un générique quand même très qui n'est pas trop ennuyeux, pas trop long, donc c'est assez agréable aussi. Et qu'est-ce qu'on peut dire, par contre, une fois qu'on a passé les génériques, quand on regarde les épisodes, vous qui avez vu ça avec attention pour nous le présenter aujourd'hui à nous, dans l'histoire en série, Émilie, qu'est-ce qu'on peut dire sur la réalisation elle-même? Oui, alors la série ne fait pas du tout petit budget. On voit qu'il y a des moyens. Il y a une très belle photo, c'est bien filmé, même si personnellement, moi je déplore les nombreuses scènes, alors éclairées à la bougie ou dans le noir, ou alors qui se passent à la nuit, qui sont très présentes et qui ne facilitent pas forcément le visionnage. Donc évidemment, c'est mon point de vue ici. Mais pour établir à nouveau un contraste avec
Donc, une série dont on a déjà bien parlé et dont vous avez fait réaliser un épisode avec une de mes collègues, Virginie Adam. Moi, j'avais trouvé que John Adams, justement, alors pour le coup, il était très mal filmé. C'est une série HBO et vraiment, j'avais eu beaucoup de mal avec la réalisation sur certaines scènes qui étaient vraiment un peu douteux, avec des plans un peu penchés. Enfin bref. Donc là, on peut, pour les Fils de la Liberté, on peut reprocher pas mal de choses sur le fond. Mais pour la forme, vraiment, c'est très agréable à regarder. Vraiment, ils remplissent ici le contrat. Et en termes de fond, justement, on peut dire que la série porte bien son nom, dans un sens, puisqu'elle prend le parti de la liberté, justement, sur le respect du récit historique, comme je l'évoquais précédemment. Et cela n'en fait pas une mauvaise série, mais il faut être conscient que le but ici est de romancer l'histoire et de proposer quelque chose de sensationnel. Il y a du sang qui coule, il y a des scènes qui peuvent être difficiles à regarder pour un certain public qui pourrait être sensible, des scènes de flagellation ou de violences diverses. Bon, après, on a évidemment des musiques héroïques qui accompagnent les développements, qui rajoutent du pathos. Et on retrouve aussi donc, dans la dynamique un côté Assassin's Creed, donc vraiment avec une ambiance de complot, de mission, de secret, les courses-poursuites dans Boston. Donc tout ça fait que vraiment c'est très divertissant et moderne, une réalisation donc fondamentalement moderne. Et clairement, bon, bah, on ne va pas venir chercher la vraisemblance. Alors, on est sur une mini-série, vous l'avez dit, Émilie, on est sur 3 épisodes. Est-ce que peut-être, comme là, on n'a pas 8 ou 10 saisons à présenter, est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs qui n'auraient pas vu cette série et qui voudraient comprendre de quoi on parle, nous présenter un petit peu le synopsis de ces 3 épisodes? Oui, alors déjà, le premier épisode, donc on a 3 épisodes d'1h30. Le premier épisode balaie les années 65-70. On retrouve tout de suite notre protagoniste qui est donc Samuel Adams, le cousin, on en reparlera de John Adams. Et dans ce premier épisode, on voit que donc il n'a pas payé ses taxes, ce qui amène ses compatriotes de Boston à se rallier à sa cause, puisque les soldats britanniques partent très vite à sa recherche pour l'arrêter. Donc là, la protestation va grandir autour de cette course-poursuite, si on peut, et ça va se cristalliser dans une scène de destruction donc, de la maison du gouverneur, puisque donc, les autorités coloniales continuent de pourchasser Sam Adams, qui, on le voit, travaille à la résistance, et fomente également la rébellion. Donc, on nous le présente comme étant vraiment à l'origine de ce réseau des Fils de la Liberté. On nous présente aussi John Hancock, qui est un riche et influent commerçant de Boston, qui va s'allier avec Adams. On a des confrontations de plus en plus violentes qui finissent par établir officiellement une résistance très révolutionnaire qui s'oppose de plus en plus violemment aux décisions de l'autorité coloniale et à la violence vraiment structurelle de l'administration coloniale. Donc voilà pour le premier épisode en gros. Le deuxième épisode, je ne sais pas si je l'ai déjà précisé, mais donc chaque épisode dure 1h30. Le deuxième épisode, on nous montre la Tea Party de Boston, qui est un événement pivot de la Révolution en décembre 1773 et sur lequel on pourra revenir plus tard. On voit Sam Adams qui est accompagné de son cousin John et également donc de John Hancock se rendre à Philadelphie pour demander de l'aide aux autres colonies dans le conflit qui débute et qui devient de plus en plus sérieux. On nous présente George Washington, très déterminé par ailleurs à combattre les Britanniques. Et dans cet épisode, on a la fameuse chevauchée de Paul Revere qui nous amène à l'année 75, donc, avec la bataille de Lexington qui ouvre donc la Révolution. Cet épisode contient quelques longueurs, donc là pour le rythme c'est assez inégal. Pour le premier et le deuxième épisode, on a quand même beaucoup de dynamisme et puis des scènes qui s'étirent où là on manque de rythme. Mais le troisième épisode, on a donc, ça s'ouvre sur les batailles de Lexington et de Concord. La guerre est déclarée. On suit Sam Adams, John Hancock chez Ben Franklin. Il lui demande son aide donc dans l'épisode pour convaincre les autres délégués de se joindre à leur cause dans le conflit qui oppose a priori donc le Massachusetts à la Grande-Bretagne à ce moment-là. L'épisode met aussi donc en scène la bataille de Bunker Hill. Et on découvre assez furtivement le personnage de Thomas Jefferson, à qui on confie la tâche de rédiger donc, la déclaration d'indépendance au coin d'une rue. Et l'épisode se termine, donc là, bien sûr, sans spoiler, puisque ça reste quand même l'histoire, sur des plans de l'armée continentale de Washington qui est prête à aller affronter la Royal Navy dans le port de New York.
Alors, Émilie, on l'a dit depuis le début, dans une vraie série historique. Donc, qui dit série historique dit un rapport particulier à l'histoire, avec l'histoire que l'on veut transmettre. Et peut-être, ça serait bien de revenir dans un premier temps, toujours par souci, j'allais dire presque pédagogique, mais de Oui, représenter ces personnages qui sont connus aux États-Unis et qui le sont oui, moins chez nous. Alors, est-ce que vous pourriez développer un petit peu autour des grands personnages que vous avez présentés dans le synopsis? oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne les personnages, notre protagoniste, c'est Sam Adams, le fameux brasseur de Boston, dont on voit l'image dessinée sur la marque de bière qui porte toujours son nom. Et pour rapidement le présenter, c'est donc le cousin de John. C'est un homme veuf et remarié à 40 ans au début des années 60 avec une femme qui a 20 ans moins que lui, qui est père de 2 enfants. C'est un homme qui a suivi des cours de théologie, de politique à Harvard et qui est aussi un homme ruiné et endetté et qui va écrire des pamphlets pour un journal qu'il a cofondé. Alors dans la série, c'est très différent puisque Adams devrait avoir à cette époque 45-55 ans, mais on a l'acteur Ben Barnes qui est casté pour le rôle et qui en a 35. On nous le montre veuf, mais qui n'est pas remarié. Alors, ce n'est pas pour lui trouver par ailleurs un partenaire dans la série, enfin une partenaire, mais plutôt pour insister, là c'est aussi mon point de vue, sur le caractère indépendant du héros qui est seul contre tous, une espèce de tête brûlée au grand cœur, pour faire vraiment dans les clichés, mais c'est un petit peu la façon dont on nous présente. On insiste peu, voire là jamais, sur les idées et la philosophie de Adams dans le conflit avec les Britanniques. On nous montre plutôt un homme d'action, proche du petit peuple, témoin des atrocités des Britanniques, ce qui va avoir un profond impact sur sa façon d'envisager la cohabitation coloniale. Et ce Sam Adams incarne résolument cet aspect de modernité. En réalité, Adams était un excellent orateur et écrivain. Il a notamment rédigé de nombreuses pétitions et c'est un père du républicanisme américain puisqu'il rédige avec John, son cousin, la Constitution du Massachusetts et dont il devient même le gouverneur dans les années 90. Donc ce n'est pas le même Sam Adams. Déjà, il faut garder ça à l'esprit. Pour John Hancock, c'est un personnage secondaire qui est assez drôle par ses côtés dandy, préoccupé par l'argent, le profit, et qui se range aux côtés des Fils de la Liberté dans son propre intérêt, pour servir son propre intérêt. Alors lui, il a contribué à financer la Révolution. Il a aussi présidé le second congrès continental des colonies et il signe le premier. C'est lui le premier qui appose sa signature en bas de la déclaration d'indépendance et il devient par la suite le premier gouverneur de l'État du Massachusetts. Et alors, autre personnage, un des personnages principaux, qui est Joseph Warren, un docteur, alors âgé d'une vingtaine d'années, proche soutien d'Adams, et qui fait partie, donc ici c'est un petit peu un spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série et qui ne connaissent pas Joseph Warren par ailleurs, il fait partie des victimes de Bunker Hill à seulement 35 ans. Alors lui, il est censé avoir une femme et 4 enfants, mais alors aucun d'entre eux existe dans la série, et au contraire, dans la série, on lui prête, alors à des fins, je pense, purement narratives, cinématographiques, une histoire avec la femme du gouverneur de la colonie, ce qui n'est pas avéré historiquement. Et enfin, on peut dire que la fine équipe des Fils de la Liberté se compose bien entendu de Paul Revere également, qui était un orfèvre de Boston et qui est donc un héros dans les batailles de Lexington et Concorde et que l'on croise un petit peu dans la série, mais assez rapidement. Dans les personnages véritablement, alors là, très secondaires, on a évidemment John Adams, alors qui est très agaçant dans cette série. Je crois que c'est à cause de l'acteur qui arbore une expression inquiète, constamment figée sur son visage. Et le personnage est toujours un petit peu à côté de la plaque. Il réprimande son cousin, mais finalement va se ranger derrière lui. Donc, il est très passif. Mais il sert, je pense, dans la série, la caution politique, entre guillemets, sérieuse, et notamment dans les scènes au Congrès continental donc pour son cousin. Bien plus tête brûlée, donc. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, on voit Washington, on voit Ben Franklin. La ressemblance a d'ailleurs été extrêmement travaillée pour ces deux acteurs, mais leur rôle est tout à fait mineur. Du côté des méchants de la série, puisque c'est assez manichéen également, hein, pour faire très simple, voilà, on a les gentils et les méchants. Et notre méchant, c'est bien évidemment le gouverneur du Massachusetts, Thomas Gage. Il confie la maison de Hancock à un moment de la série. Il agit vraiment comme un tyran sans âme, sadique. Il maltraite sa femme, ses hommes. Donc, il est tout simplement affreux. Et c'est un personnage qui est donc lui aussi assez monochromatique. Hein. Il incarne tous les maux des colons et il est juste tyrannique.
Du côté des personnages féminins, pour quand même en parler, il n'y en a qu'une, et c'est justement la femme du général, mais c'est un personnage secondaire sur lequel on ne peut pas dire grand-chose puisqu'elle ne sert pas enfin, elle sert simplement, disons, elle a un rôle qui permet d'avoir un ressort narratif et d'avoir un peu de provoquer un dénouement dans l'action. Je ne vais pas trop en dire à ce sujet tout de suite. Et pour conclure là sur les personnages, donc la série vraiment capture avec Adams et ses camarades l'esprit de rébellion, l'audace, la soif de justice d'une population à ce moment-là en quête de liberté, mais restreinte par l'autorité britannique. Et à nouveau, pour faire un parallèle avec la série John Adams, on a des castings totalement différents, et en ça, c'est toujours intéressant de voir comment les personnages historiques vont s'incarner dans l'esprit des scénaristes et des directeurs de casting qui vont choisir leurs acteurs. On a un Sam Adams vraiment pour caricaturer jeune et beau dans cette série. On n'a pas de perruque, il a les cheveux au vent, il est ténébreux, il lit pour la justice. Il incarne vraiment la figure du héros, même si c'est un collectif de rebelles qui est censé être au cœur de la série, puisque le titre, c'est pas Sam Adams, Son of Liberty, c'est vraiment Sons of Liberty, c'est les fils de la liberté. Il a ses 2 pistolets aussi à la ceinture, et donc on est vraiment très loin du Sam Adams de la série John Adams, pour ceux qui l'ont vu, qui était plus vraisemblable, même si là c'était aussi un personnage secondaire. Alors, vous avez dit aussi, effectivement, vous avez, au fil de la présentation des personnages, vous avez commencé à évoquer certains événements que l'on voit même très très bien dans la série. Alors, est-ce que vous pourriez revenir dessus parce qu'ils ont des noms qui sonnent un petit peu à nos oreilles, nous qui sommes habitués à voir des séries sur les États-Unis, mais on ne comprend pas toujours leur histoire. Alors, revenez un petit peu, s'il vous plaît, Émilie, sur ces événements majeurs que je crois d'ailleurs qui sont très très bien, d'après moi, représentés dans la série. Oui, voilà, je crois que c'est quand même une des forces de la série, puisque le traitement des événements de grande ampleur est vraiment bien mis en avant, très prenant. C'est assez bien réussi sur ça, puisque la série a vraiment eu l'air de miser sur le dynamisme, l'action, les grands chamboulements. Alors, évidemment, ça joue beaucoup sur le pathos, avec la musique, les ralentis, mais néanmoins, la série rend bien toute la violence de la période, la complexité de la tâche des Fils de la Liberté, qui vont s'efforcer de s'organiser clandestinement en contrebande des armes et des munitions. Alors, pour ne citer que quelques grands événements, disons ici, on peut parler du 16 décembre 1773, de la fameuse Tea Party de Boston, lors de laquelle les Fils de la Liberté se déguisent en Amérindiens et vont dans le port de Boston pour jeter la totalité de la cargaison de thé britannique qui est donc dans le port. Dans la série, on a une confrontation narquoise entre les Fils de la Liberté et les soldats de la couronne qui assistent à la scène impuissants. Le gouverneur arrive pour mettre fin à l'affrontement, qui commence à escalader en confrontation armée, et on nous propose finalement une atmosphère joviale pour terminer cette scène à la fois absurde et assez géniale de la Révolution. On a d'ailleurs un échange intéressant entre un gouverneur et son officier, puisque on voit à ce moment-là, le gouverneur dit « Ne faites pas de Sam Adams un martyr, ne tirez pas sur lui ». Donc, ça nous permet de comprendre aussi la stratégie vraiment des Fils de la Liberté qui vont provoquer les autorités coloniales jusqu'au point de non-retour, qui sera atteint par ailleurs, et donc les craintes du gouvernement colonial de voir le conflit leur échapper. On a aussi une scène où Ben Franklin va défendre cette action de la Tea Party, et cette scène permet aux auteurs de la série de placer quelques concepts, puisque Franklin défend le droit naturel des sujets américains en employant le terme d'Englishman. Le comité devant lequel, puisqu'il est en train de plaider devant un comité, et donc en disant Englishmen, en parlant des colons, ça va provoquer l'hilarité des Britanniques qui sont dans ce comité. Et en guise de réponse, par ailleurs, ils utilisent le méprisant qualificatif de colonist, justement pour établir la hiérarchie entre les Anglais véritables et les sujets américains. Donc on a à nouveau une scène très cliché, mais puissante, avec des gros plans, de la musique, l'explosion de violence, etc. Et tout de même une certaine légèreté, puisque c'est une scène historique, un événement historique assez finalement original. Alors, vous venez, Émilie, d'évoquer quelque chose de majeur, je pense, dans la construction politique des futurs États-Unis, qui ne sont pas encore nés. C'est cette idée que dans chaque État, il y a des comités, il y a des assemblées coloniales qui se créent justement pour discuter. C'est un phénomène très anglo-saxon, qui n'existe pas en France à l'époque, avec cette idée d'échanger, de partager ses idées. Alors, est-ce que ça, on le voit dans la série et comment ça fonctionne clairement?
Oui, tout à fait. Donc ça, on nous le montre quand même. On a une scène en 74 où donc les deux Adams et John Hancock sont à Philadelphie pour persuader donc les autres représentants des autres colonies de les rejoindre dans leur combat. Dickinson s'oppose, John Dickinson donc s'oppose à nos trois protagonistes en blâmant les insurgés qui ont balancé le thé dans le port, tandis que Washington, lui, apparaît pour la première fois, et puis avec son aura et l'autorité qu'on peut imaginer, en tout cas, très, très cliché comme ça, mais voilà, c'est le personnage, lui, il vient apaiser le débat, tout en donnant raison aux Adams. Les autres délégués sont vus comme des lâches, en revanche, car ils refusent de s'engager dans un conflit qui n'est pas le leur. Et à nouveau, c'est une scène qui soulève des problématiques intéressantes, mais que l'on aurait envie de voir creuser aussi. On aurait envie d'en voir plus de ce côté vraiment politique vis-à-vis des assemblées coloniales qui sont en effet très, très importantes dans la vie démocratique des colonies. Oui, et puis peut-être qu'en fond, hein, le cadre mentaux des showrunners, on est dans une société américaine qui, en général, connaît à peu près son histoire. Donc peut-être que Oui, tout à fait. il y a cette idée-là, pour nous, Européens, on aurait aimé en voir plus parce qu'on a envie de Oui, on a envie de savoir. Je pense que de leur côté, effectivement, c'est peut-être comme un prérequis et donc ils ont peut-être voulu ne pas y passer trop de temps. Alors, vous disiez, vous, Émilie, justement, qu'il y avait quand même des scènes marquantes dans cette mini-série, dans ces 4 heures et demie qui défilent oui. sous vos yeux. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, comme scène marquante? Alors, on a une scène vraiment de pure violence avec un long moment de flagellation qui sert clairement à cette caractérisation à l'écran de la barbarie, de la violence, de la cruauté des Britanniques. Donc, comme je l'ai dit aussi un peu plus tôt, c'est une série manichéenne. Donc, cette scène-là, qui est honnêtement difficile à regarder, elle est un peu longue. Bon, mais elle sert ce propos les gentils contre les méchants. Donc, on comprend bien leur message ici par rapport justement aux showrunners, comme vous disiez. Il y a également autre scène marquante dans vraiment tout autre genre, la fameuse chevauchée de Paul Revere, la Midnight Ride, avec un grand moment qui laisse croire que la révolution repose sur ses épaules, enfin les épaules de Sam Adams ici, puisque Revere dit à Sam Adams, Sam, si tu meurs, tout meurt avec toi, ce qui tend vraiment l'atmosphère de la série et qui est tout à fait mélodramatique. Je pensais également aux batailles dans les grands moments. Donc, on a Lexington, on a Bunker Hill, qui sont, je crois, les meilleurs moments de la série ici. On connaît la bataille de Lexington, en tout cas de nom, puisqu'elle marque le début officiel des combats en 75. Le poète Emerson a écrit à propos de Lexington et Concord que le premier coup de feu a été entendu autour du monde, car ces affrontements ont un caractère vraiment décisif, pas simplement pour les colonies, mais pour tout l'Empire britannique et, comme on l'a aussi évoqué, pour le monde entier. Dans la série, la milice rassemblée par les Fils de la Liberté dit « laissez-les tirer en premier », donc pour la bataille de Lexington. Et c'est, je crois, ma scène préférée dans la série, puisque justement, on a ce coup de feu qui est entendu autour du monde, comme le dit Emerson, et qui n'est pas filmé. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la scène. On n'est pas sur la scène de la bataille à ce moment-là. C'est simplement par le biais d'un son vraiment intradigétique dans une autre scène, puisque ce n'est pas une scène suivante dans la chronologie, mais en parallèle, que l'on entend la bataille démarrer et sans savoir finalement qui a tiré. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette mise en scène et cette réalisation, donc c'est très intéressant. On a également la bataille donc, de Bunker Hill, le 17 juin 1975, qui est la bataille la plus sanglante de la guerre. Alors là, ça va me demander un petit peu de développement pour expliquer pourquoi, en fait, c'est une bataille très sanglante. Donc, la stratégie qui est employée par les Britanniques est très bien décrite dans la série. Elle correspond à une tactique de victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que les Britanniques acceptent de perdre à ce moment-là un grand nombre de soldats pour gagner la bataille, mais les pertes sont telles qu'une victoire à la Pyrrhus affaiblit considérablement le vainqueur de cette bataille, un vainqueur éphémère en d'autres termes, et compromet ses chances de remporter la guerre, véritablement. Et c'est ce qui va se passer, puisque Bunker Hill est une défaite pour les colons, mais ce n'est pas non plus un triomphe pour les Britanniques qui ont subi d'énormes pertes, environ 1 millier d'hommes. Dans le camp américain, la défaite est plutôt encourageante, compte tenu des dégâts qu'ils réussissent à infliger aux Britanniques. Alors, c'est une scène très cinématographique, ralentie, explosion, corps à corps, sur fond de musique héroïque.
on insiste à nouveau sur la cruauté du général Gage, sur le courage des Américains. Et à la fin de la bataille, il y a étrangement un choix artistique assez surprenant, puisqu'il y a de la neige qui tombe au moment où les survivants effectuent, donc du côté américain, effectuent une reconnaissance des corps. Alors, je rappelle que la bataille se déroule en juin. Alors là, je me suis posé la question, qu'est-ce que cette neige va signifier? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça exprime une certaine nostalgie, un point de non-retour, de la tristesse? Bref, voilà. Donc là, je ne sais pas. Par la suite, on voit la réception aussi de la nouvelle de Bunker Hill à Philadelphie, avec notamment Washington, qui fait du général Gage, une affaire personnelle en déclarant je vais me rendre à Boston et m'occuper de lui en personne. Donc voilà, c'est ce qu'on fait dire à Washington dans la série. On a dans la foulée une évocation de la déclaration d'indépendance, c'est alors qu'on cherche en guise d'auteur un homme jeune, apprécié, qui n'est pas de Boston. On nous présente très rapidement dans une autre scène Jefferson dans un plan large, quasiment de profil et encore une fois abordé au coin d'une rue. Donc ça, c'était assez marrant. Donc il est clair que les discussions politiques, les discussions philosophiques n'intéressent pas vraiment les réalisateurs de la série, mais qui à la place vont utiliser et même abuser les symboles de la période. Et sans spoiler de trop, la série se termine sur une scène très patriotique avec Washington qui, avant une bataille dans le port de New York, lit. Honnêtement, de mémoire, je ne sais plus s'il la récite ou s'il la lit. Mais je crois qu'il la lit. Donc il lit la déclaration d'indépendance, alors qu'on voit les autres délégués la signer, et il la lit donc devant ses troupes qui sont assemblées. Et le dernier plan nous montre juste l'assaut dans le port de New York avec le drapeau américain qui flotte en étendard, qui est porté d'ailleurs par Paul Revere. Alors, Émilie, vous qui êtes une spécialiste, on peut dire, de cette période-là, de cette région-là du monde, de par vos recherches, qu'est-ce qu'on peut dire véritablement sur cette série historique? Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Est-ce que vous qui avez regardé, bien sûr, pour nous déjà, dans Histoire en série, et cette série-là avec un regard, j'allais dire, aiguisé, il y a des défauts? Est-ce qu'il y a des contre-vérités historiques? Est-ce que pour satisfaire la narration, les showrunners ne sont pas peut-être passés vite sur certains aspects? Oui, tout à fait. Alors là, si on prend le point de vue, donc si on se passe du côté des historiens et non plus simplement d'un grand public ou d'un spectateur lambda, on peut pointer des défauts et bien entendu des incohérences aussi pour la série. Alors, le titre fait, on l'a déjà dit, référence à une véritable organisation clandestine de l'époque révolutionnaire américaine. Mais ici, on l'inscrit vraiment dans une fiction. Alors, on ne peut apprécier la série, pour ceux qui connaissent bien cette partie de l'histoire, qu'en partant de ce principe, puisque évidemment, sinon, encore une fois, moi j'avais envie parfois de dire non, c'est pas possible de montrer ça, mais bon, il faut se remettre à la place d'un spectateur grand public qui ne se pose pas autant de questions et qui ne connaît pas de toute façon, entre guillemets, la véritable chronologie ou le véritable récit ici, en tout cas celui que l'on en a de cette période. C'est une série qui a ses longueurs, mais qui se regarde très bien. Donc, une revue, il y a quelques années d'ailleurs, au moment de la sortie de la série, disait que Sons of Liberty évacuait tout ce qui était ennuyeux pour se concentrer sur les événements avec un E majuscule. Et ça résume, je crois, très bien l'intention, puisque, entre guillemets, on va épargner au grand public, alors que nous, les historiens, on adorerait ça, les débats politiques qui vont s'étirer sur des années, les débuts de l'organisation, même les tout débuts de l'organisation, et son développement idéologique, structurel et les rouages de ce réseau qui devient paramilitaire. Donc, c'est assez dommage, puisqu'on a une vision, encore une fois, très manichéenne de la période, dont les traits sont vraiment grossis. C'est aussi très dommage de ne pas avoir mentionné les lois, les décisions politiques qui vont amener les compères de Adams à s'organiser dans une association secrète, donc celle dont je parlais au début, le Sugar Act, le Stamp Act, etc. De nombreux autres patriotes, des colons rebelles, ici, non pas patriotes, enfin patriotes avec une majuscule, ne sont jamais mentionnés, et finalement, on va garder juste ce côté sensationnel. Donc ce n'est pas une série sur la Révolution en tant que telle, pas de grands discours politiques, mais simplement l'expression d'une colère contre l'autorité britannique, l'injustice des taxes, le commerce dans les colonies, etc.
Alors, la romance entre Warren et la femme du gouverneur Gage n'est pas non plus nécessaire. Et surtout, c'est très cliché avec la seule femme de la série. Donc, globalement, on a des défauts, on a quelques incohérences, quelques surprises qui sont dommages, mais bon, qui font qu'il faut avoir ce recul et se dire, bon, là, on rentre dans le domaine de la fiction basé sur des faits historiques. Et justement, Émilie, pour terminer, peut-être, comment est-ce que cette série a été reçue aux États-Unis? Quelles sont les critiques qu'on a pu lui faire, positives ou négatives d'ailleurs? Oui, donc oui, ce sera une bonne façon ici de conclure. On peut dire qu'avec Sons of Liberty, on ne va pas apprendre l'histoire américaine, mais c'est quand même une bonne série à conseiller. Moi, je me dis pour des étudiants qui découvrent, par exemple, en licence 1, la période, c'est une période qui peut sembler sur le papier, même à des historiens qui ne sont pas spécialistes de cette période, mais qui peuvent se dire, bon, voilà, il y a des révolutions, il y a du grabuge, ça peut ne pas être si intéressant. Mais je pense que la série peut permettre aussi de captiver peut-être l'intérêt de personnes qui voilà, vont découvrir plus en détail, peut-être par la suite, cette période. Donc moi, je pense que on ne va pas apprendre l'histoire, c'est un fait, mais on va s'intéresser quand même aux émotions et à la nature dramatique de la période. Donc ça, c'est quand même un point positif. Alors, comme il n'y a pas tout ce que je disais, le liant politique et idéologique, on passe très vite sur 11 ans d'histoire, puisque sur les épisodes, on balaye donc 11 ans d'histoire complexe. Et finalement, il faut s'attendre, quand on regarde aussi cette série, à une chronique patriotique qui est tout de même divertissante et, j'insiste, bien réalisée. On a de très beaux costumes, les acteurs jouent leur rôle avec justesse, sauf peut-être des attitudes parfois très contemporaines et modernes, comme un élément de langage très troublant chez Franklin, qui pour ceux qui, en tout cas, qui le regarderont en VO, puisqu'en VF, je ne sais pas comment ça a été traduit, c'est justement, ils l'ont conservé, mais il dit batshit crazy à propos de je ne sais plus quelle idée, donc ce qui revient à dire c'est carrément dingue. Et si je ne sais pas si ça a été utilisé aussi en français, mais ça fera tilter en tout cas pas mal de monde dans la VO. Puisqu'il est clair ici que c'est un parti pris, hein, c'est encore une fois une volonté de moderniser cette période, de dynamiser cette période-là. Alors la série a reçu des critiques mitigées, parfois très sévères, lui reprochant de ne pas faire d'histoire, de ne pas être objective, de ne pas s'intéresser à la vérité avec un grand V. Alors, personnellement, je ne crois pas que toutes les séries, en tout cas que les séries en général, soient faites pour dire la vérité, si tant est que cela existe. Et je pense qu'avec les bonnes mises en garde, et je crois qu'on en aura bien parlé, ce n'est pas une série que l'on doit conspuer, puisqu'on peut la regarder comme une fiction historique, et même si on peut toujours regretter qu'une équipe d'historiens ne soit pas peut-être plus consultée pour concilier choix artistique, dramatique, narratif, cinématographique, et aussi faits historiques et disons, fidélité peut-être historique même. Oui, effectivement, Émilie, vous avez tout à fait raison. Et c'est aussi un petit peu pour ça qu'on a créé Histoire en série. C'est pour vous donner à vous, historiens spécialistes d'une période, l'opportunité de regarder la série et de nous la décortiquer, comme vous l'avez très bien fait ici, en mettant ce que vous avez fait aussi, ces avertissements pour bien comprendre les choses et puis en donnant, et c'est ce que vous avez aussi fait, une bibliographie qui soit complémentaire et qui permettra justement aux auditeurs qui regarderaient la série après vous avoir écouté, de compléter peut-être les manques qu'il y aurait en regardant la série avec ce que vous avez donné, donc bibliographie qui se trouve sur la page de l'émission numéro 62 sur notre site internet histoireensérie.com. Voilà, Émilie, je tenais à vous remercier pour cette excellente présentation autour de la série Sons of Liberty et j'espère que ça aura donné là aussi envie de regarder aux gens parce que c'est une mini-série, c'est 4h30, on peut binge-watcher ça en une seule soirée et c'est vrai que, comme vous le dites, sans rentrer à 300% dans la Révolution américaine, on a quand même une bonne idée, hein, je pense, en regardant la série, surtout pour nous, outre-Atlantique, qui connaissons peu, comme on l'a dit tout au long de l'émission, cette période. Alors, je rappelle aussi, Émilie, que pour toutes celles et ceux qui voudraient
s'informer sur les épisodes passés, revenir sur ce qu'on a déjà fait, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, à l'épisode 34 avec Virginie Adan sur John Adams. Vous avez tout ça disponible avec les liens pour aller écouter sur notre site histoireensérie.com et sur notre partenaire nonfiction.fr sur lequel il y a tous les résumés des émissions. Émilie, vraiment merci beaucoup et j'espère que ça aura donné envie de regarder cette série qui mérite, comme vous l'avez dit à la fin, qu'on s'y attarde. À bientôt, Émilie. Merci à vous. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.